Enfoui depuis des millénaires. Un mystère. Un secret. Un passage vers le futur. Où l'avez-vous trouvé? J'avais jamais rien vu de ce genre. Un homme saura décrypter le code et ouvrir la voie. Il fallait lire Porte des étoiles. C'était là, ça nous crevait les yeux. Un autre commandera l'expédition. Pourquoi êtes-vous là? En prévision de votre réussite. Jackson a découvert le 7e symbole. Contact. Processus enclenché. Mais qu'est-ce que c'est? Notre porte des étoiles. Un passage vers un monde dont nous ignorons tout. Elle s'est fixée sur la galaxie de Kaliam à des milliards d'années-lumière. C'est à l'autre extrémité de notre univers. À vous de jouer. Ils étaient prêts à affronter tous les dangers. Commencez à faire évacuer. Ils s'attendaient à plonger dans l'inconnu. Stabilisation des appareils. Programmation de la séquence. Mais jamais, nul n'aurait pu imaginer ce qu'ils allaient découvrir. Putain, c'est géant. Restez ici et tirez sur tout ce qui bouge. Votre mission, c'est de réactiver la porte des étoiles. Vous pouvez le faire, oui ou non? Non, je regrette. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Les ordres sont simples. Détecter toute possibilité de danger. Et ça y ressemble. Je peux pas la faire fonctionner sans le 7e symbole. Nous devons abandonner la base. Il nous reste 7 minutes. La plus effarante découverte de notre temps Jackson, attendez-moi. va devenir l'aventure la plus extraordinaire de tous les temps. Kurt Russell, James Spader, Jay Davidson. Stargate, la porte des étoiles. Un film de Roland Emmerich. Salut Maxime. Hello. Bienvenue pour ce nouveau commentaire audio de Silver Screen qui sera dédié cette fois au film Stargate de Roland Emmerich. Le film fête son 30e anniversaire et c'est l'occasion de se replonger dans ce film de science-fiction emblématique. Installez-vous confortablement, nous allons commenter le film. Alors le film s'ouvre sur un générique qui nous est pas inconnu. Oui, c'est vrai que là, le générique du film, ce long, ralenti en gros plan sur le visage de Ra, et effectivement le générique que nous aurons également en France pendant de nombreuses saisons sur la série Stargate SG1. Tandis que les Américains, eux, auront un générique plus classique, avec des extraits de la série et les noms des personnages qui s'afficheront au fur et à mesure. Tandis que nous n'aurons que cet petit extrait ici de vidéo. Pendant bien de nombreuses années, c'est le générique qui ouvrait la série télé. Est-ce que tu te souviens si tu as vu d'abord ce film ou d'abord la série télévisée avec Richard Dean Anderson?
Oh, j'ai certainement vu le film d'abord, parce que je sais que quand la série est arrivée, je connaissais déjà le film. Alors après, je me souviens plus exactement si j'avais déjà été, enfin, si le film, j'avais déjà été le voir au ciné à sa sortie ou si je l'avais vu à la télévision, mais oui, je connaissais déjà le film avant que la série ne sorte. Alors le film avec la belle musique, la belle partition de David Arnold, c'est vrai que quand il est sorti, ce film en 1995, toute la promotion était beaucoup axée sur le fait que c'était une grande aventure galactique, un peu comme Star Wars, la guerre des étoiles. Mm. C'est vrai que même le nom en lui-même, Stargate, est très proche de Star Wars, sans oublier que mais en français, Stargate est traduit par la porte des étoiles, qui du coup fait aussi fortement ressemblance à Guerre des étoiles, qui était le nom français de Star Wars. Donc effectivement, il y a beaucoup de similitudes. Alors pour ce film, on retrouve un des grands noms, Dean Delvin, Roland Emmerich à l'écriture, et puis Roland Emmerich a réalisé le film. Il avait fait notamment Universal Soldier, il fera Independence Day par la suite. On est sur un film à grand spectacle. Même au niveau du casting, on a aussi quelques beaux noms, puisque on a Kurt Russell, qui ici campe le colonel O'Neill, et James Spader qui incarne Daniel Jackson. James Spader, on verra dans Wolf ou Blacklist. Alors le film s'ouvre en Égypte sur la découverte de cette fameuse porte. Oui, on a une scène d'introduction un peu flashback entre guillemets, qui nous permet de nous montrer la découverte de la porte et principalement aussi du cartouche qui contient les symboles qui permettront de décoder son fonctionnement. Alors là, il s'agit d'un archéologue, le père de Catherine. C'est ça, qui d'ailleurs, elle s'appelle Catherine dans la série, mais là dans le film, elle s'appelle Katharina, enfin elle est appelée Katharina. C'est une des nombreuses petites différences qu'il y aura entre le film et la façon dont on s'en appropriera la série par la suite. Oui, on va le revoir tout au long du film. Il y a des noms qui diffèrent entre plusieurs personnages, entre la version cinéma et série télévisée. سعيد انا ما اخاف فينا بس تعال ارفع يلا يلا رجاله على مهلك اسف C'était vraiment une idée de génie de faire ce lien entre la mythologie égyptienne et la création d'un univers de science-fiction. Oui. Alors là, on revient de nos jours pour... on retrouve ce personnage de Katharina et on va introduire le fameux personnage de Daniel Jackson. Ici, il fait une conférence pour des travaux pour lesquels il est un petit peu moqué, puisqu'il ose indiquer que pour lui,
il y a une certaine connexion entre les pyramides et les extraterrestres, et forcément, ça peut faire sourire, mais c'est sans savoir qu'il a raison, donc ça va donner toute l'importance à l'intrigue du film. Donc là, dans le contexte du film, étant donné qu'il y a toute la mythologie égyptienne qui en fait se retrouve basée sur ces extraterrestres-là, ça a une cohérence. Et après, de là à dire que c'est vrai, c'est beaucoup, ça rappelle un petit peu d'ailleurs, il y a eu une légère polémique il y a quelques temps, je crois Maître Gims, qui avait évoqué une théorie comme quoi les Égyptiens avaient déjà l'électricité parce que grâce à les pyramides, en fait, c'était conducteur, ça permettait de faire tout un truc. Oui, c'est un petit peu tourné en ridicule. Et on va dire que Daniel Jackson était le Maître Gims de son temps. C'est ça. C'est vu comme des inepties par les spécialistes, comme quoi les extraterrestres seraient à l'origine des pyramides. Et donc le personnage de Katharina vient recruter Daniel Jackson du fait de sa connaissance profonde pour le décryptage des hiéroglyphes et de sa connaissance de la mythologie égyptienne. Il se retrouve lui-même en difficulté, d'après ce qu'a dit. Il a plus de crédit pour ses recherches. C'est vrai que là, c'est tout ce pan-là là, est juste effleuré dans le film, mais la série saura après récupérer cette partie avec justement toute l'époque des premiers tests réalisés sur la porte et aussi même sur la menace en fait que peut être cette porte avec certains épisodes qui reviendront justement sur Ernest notamment le petit ami de Katharina qui le pionnier travaillera sur la porte d'étoile avant que Daniel Jackson n'arrive. Alors là, on va introduire le personnage de Jack O'Neill, où on va comprendre assez rapidement qu'il a un passif difficile puisqu'il vient de perdre son fils. Je viens de remarquer que chez mes parents, il y a exactement la même moto que Sidecar qu'on vient de voir. Comme quoi. Et oui, là, on nous présente un personnage extrêmement torturé. D'ailleurs, la scène nous laisse clairement comprendre que potentiellement il aurait pu être à deux doigts de se suicider, vu qu'il vient de discrètement cacher le revolver sous l'oreiller. Évidemment, on l'apprendra plus tard dans le film, mais son fils s'est tué en jouant avec son arme de service. Et donc c'est ce qu'on disait en introduction, le personnage est joué par Kurt Russell qu'on a pu voir dans The Thing ou dans New York 1997. Il va donner une interprétation quand même beaucoup plus noire ou beaucoup plus sombre que ne le fera Richard Dean Anderson par la suite. Là, nous avons l'entrée de la base de Creek Mountain dans le Colorado. L'entrée est un peu différente par rapport à celle qu'on verra dans la version télévisée. Bah, d'ailleurs, dans la série, c'est même pas Creek Mountain, c'est Shane Mountain. Shane Mountain. Mais toujours dans le Colorado. C'est ça. Bah, il y en a des choses cachées dans le Colorado, dans leur montagne. Hein. C'est clair. Et Daniel est représenté, oui, comme un personnage qui a des fragilités. Bah, c'est plutôt, on va dire, un rat de laboratoire. Il est beaucoup dans ses recherches. Là, il est présenté comme ayant des
ayant des allergies, mais passionné par son domaine de recherche. Oui, c'est ça. Il a encore l'aura du geek tel qu'on pouvait l'imaginer dans les années 90 et qu'aura aussi un petit peu le personnage de Jeff Goldblum dans Starship Troopers, Independence Day. Oui, bah, qui a fait aussi Roland Emmerich. Ouais. Ça, le cartouche avec les symboles qui vont permettre de décoder l'adresse à utiliser. Alors Daniel se rend compte que le message a été mal traduit. Oui, c'est une scène assez amusante parce que même si là on le connaît pas encore, on sent quand même que c'est un personnage très gentil, très aimable, serviable, voilà, qui n'a pas une once de méchanceté. Et pourtant, là, dans cette seule scène où il explique que tiens, là, c'était mal traduit et autres, t'as presque l'impression qu'il balaye du revers de la main tout le travail Qui a été réalisé. qui a été réalisé pendant des mois par les autres équipes. Je crois que l'acteur qui a fait la traduction est connu. Oui, oui, je n'ai plus son nom, mais effectivement, il avait joué notamment dans la série Sin City Oui, avec Michael J. Fox. Michael J. Fox. Ouais. Donc le colonel O'Neill prend poste. Alors ça va être aussi l'un des thèmes du film, c'est le contraste entre Daniel, scientifique qui se retrouve au sein d'une équipe de militaires. Oui, oui, là, dès le début, là, dans toute cette introduction, d'ailleurs, on sent qu'il est à peine toléré par toutes les équipes militaires, tous les hauts gradés qui vont le regarder de haut. Et vraiment, enfin, où tu sens qu'il le garde uniquement parce que il leur sert à quelque chose, mais que il le respecte très peu en tant que personne. Donc là, Daniel essaye tant bien que mal de déchiffrer. Michael Shanks, dans la première saison de Stargate, dès l'épisode pilote, va donner une interprétation qui est très fidèle à celle de l'acteur du film. D'ailleurs, là, il donne soi-disant, il est supposé essayer de décrypter ce qui est marqué, et là, il vient de trouver la solution en regardant le journal. Et oui, le symbole, c'est une constellation. Oui. Alors qu'en fait, ça n'a absolument aucune importance. Puisqu'il suffit de simplement utiliser les mêmes symboles. Parce qu'en fait, les symboles sur la stèle sont les mêmes que les symboles sur la porte. Oui. Donc, savoir que ce sont des constellations, en fait, n'apporte rien à l'histoire en réalité. Non. Après, Si- Daniel n'a pas connaissance de la porte de l'existence de la porte pour le moment. C'est là où justement on voit bien que le côté militaire essaye beaucoup trop de contenir les informations qu'il juge sensibles, parce que encore là, il a eu une illumination qui lui a permis de facilement trouver la solution.
Mais s'il lui avait montré tout de suite la porte, les étoiles, eh ben, il aurait même pas eu besoin de passer des heures à essayer de trouver une signification à ces symboles. Il aurait fait le lien. Il aurait simplement trouvé en fait l'idée du septième symbole par la suite. Ouais, il est face à des militaires qui sont un peu hostiles. C'est ça. Après, l'interprétation qu'il en a lui permet quand même de déterminer que ce sont des coordonnées. Oui. Puisque du coup, il va faire le, le lien avec ça. Les fameux... Même si... donc c'est ce qui permet d'expliquer en fait le fonctionnement de la porte des étoiles. Même si là, c'est vraiment aussi pour ça que les militaires ont l'air de pas du tout avoir donné d'importance à ce qu'ils racontent. Parce que eux-mêmes l'avaient plus ou moins déjà décrypté. Vu que juste après, on va voir que qu'ils ont déjà fait des tests. Oui. Et que ce qui leur manquait, c'était uniquement le dernier symbole. Donc là, en fait, on a une scène qui nous sert à nous, les spectateurs, nous expliquer pourquoi est-ce que ces symboles sont importants et comment ça fonctionne. Mais en soi, les militaires à qui il explique, finalement, n'en avaient... s'en foutaient royalement. Eux, tout ce qu'ils leur voulaient, c'était le dernier symbole. Il l'a trouvé du premier regard. Ces figures-là, que vous aviez prises pour des mots, vous vous êtes efforcé de traduire, étaient en fait... Excusez-moi. Étaient en fait des constellations. Et ces constellations sont disposées dans un ordre précis, de manière à former une espèce de carte ou une adresse. 7 points déterminant une trajectoire et une destination. Et... oui, pour déterminer une destination dans un espace tridimensionnel, il nous faut 6 points. Pour déterminer un lieu précis. Vous avez dit 7 points. Oui, non, 6 pour la destination, mais pour la trajectoire, il nous faut un point d'origine. Oui, sauf que... il n'y a que 6 symboles sur le cartouche. Oui, c'est parce qu'en réalité, le 7e est en dessous du cartouche. Il est formé d'une petite pyramide flanquée... Ah ouais. De deux drôles de petits personnages et une ligne bizarre. Une espèce d'antenne. Enfin voilà. Le cartouche qui est utilisé, sur lequel sont gravés les symboles, le septième est à la base et en dehors du cartouche parce que c'est le symbole du point d'origine qui du coup est le même pour chaque destination. Et du coup, ce qui importait en fait les Égyptiens à l'époque, ou les utilisateurs de la porte étoile, c'était uniquement la destination, puisque le point d'origine était le même à chaque fois. Donc on découvre la fameuse porte. La porte des étoiles. Moi, ce qui m'a toujours interloqué. Alors, moi, à l'époque où j'ai vu le film, mais plutôt à l'époque où j'ai regardé la série, c'est comment ils étaient en mesure de calculer avec leur petite map là, transparente et l'espèce de loupe supposée indiquer la destination de justement où se connecte la porte. C'est comment ils arrivent à suivre cette information-là. Ils ont une technique très avancée, visiblement. Mais c'est sûr, vu que ça se situe à plusieurs années-lumière, comment suivre ces destinations en direct? C'est ça, parce que autant lorsqu'ils envoient le MALP, l'unité mobile à travers la porte des étoiles, ça peut leur donner une information. Mais là, en l'occurrence, avant l'ouverture. Donc visiblement, il faut beaucoup d'énergie
pour activer la porte des étoiles. Donc les fameux 7 chevrons. D'ailleurs, je ne sais pas si ce n'est pas expliqué clairement là dans la scène ni dans le film, mais si c'était une erreur, un faux raccord qu'ont ensuite utilisé, qu'ont essayé de rationaliser les créateurs de la série. Mais là, en l'occurrence, on vient de voir un chevron qui s'est activé sur un symbole qui est le symbole de la constellation du Taureau, qui est une espèce de fourche. Or, ce symbole-là, on vient de voir sur l'écran, que c'était le symbole du premier chevron. D'accord. Donc, en fait, le chevron, qu'on a vu qui était le 5e, c'est fait pas sur le symbole correspondant. Ah, d'accord. En fait, c'est parce que dans la série, on le voit, il explique qu'en fait, c'est uniquement le chevron en haut, chevron du milieu en haut de la porte d'étoile, qui en fait est celui qui valide le symbole utilisé, même si le symbole, le chevron correspondant à celui qui s'active, bouge aussi. Oui. Donc est-ce que c'était un faux raccord finalement à l'origine? Est-ce que c'était un faux raccord à l'origine et que la série a essayé de trouver une explication logique, ou est-ce que c'était déjà prévu comme ça par les scénaristes, vu que ce n'est pas du tout expliqué dans la série. Alors on découvre le fameux aspect visuel de la porte, le vortex qui s'est ouvert. C'était, faut le rappeler quand même, c'était des effets spéciaux très innovants pour l'époque. On est en 1995. Oui. On est même 94. Il a été tourné en 94 ce film. Et donc 5 ans après Abyss, on a cet effet numérique au rendu encore très efficace, je trouve. Surtout que l'effet en lui-même est tout simple, puisque ce qui a été utilisé, c'est simplement la véritable eau, en fait, une surface d'eau qui a été filmée et qui a été utilisée. Mais c'est vrai que la manière dont elle est intégrée est vraiment très propre. Et encore aujourd'hui, un rendu très bon. Alors effectivement, ça fait suite à la remarque que tu faisais sur le suivi, leur technologie de suivi. Là, ils sont en train de suivre le parcours de la sonde qui a été envoyée au travers du vortex. Ça peut être assez étonnant qu'ils réceptionnent les images en direct vu la distance gigantesque en fait. Après, moi, je me suis toujours dit que c'est parce que, comme le lien est encore actif, les images, en fait, passent par la porte en sens inverse, avec les données. Oui. Et qu'elles ne traversent pas tout l'espace pour arriver jusqu'à nous. Et après, c'est aussi partie de la suspension d'incrédulité. C'est ça. Donc là, il se rend compte que la planète à l'autre bout du tunnel possède la même atmosphère que la Terre. Oui, mais que néanmoins, la porte semble avoir des symboles différents. Alors comment ça s'explique ça, que les symboles de la porte de l'autre côté ne soient pas les mêmes? En soi, il y a forcément... Normalement, sur la plupart des portes, il y a un symbole qui diffère, parce que c'est le symbole d'origine. Puisque on verrait que le symbole d'origine n'est pas le même. On l'a vu, enfin, on en parlait tout à l'heure, le symbole d'origine sur la planète n'est pas le même. Donc normalement, celui-ci, effectivement, varie d'une planète à l'autre. Mais tous les autres des 37 symboles, si je dis pas de bêtises, sont supposés être les mêmes, puisqu'ils font référence aux mêmes
Même constellation. Donc là, Katharina va donner à Daniel un porte-bonheur. C'est ça. C'est le pendentif avec l'œil d'Horus. Et elle va lui donner. Découvert en 1928, du coup. C'est ça. Et qu'elle avait, semble-t-il, ramassé et gardé sur le chantier, sans que personne ne dise quoi que ce soit. Franchement, dans le cadre des recherches archéologiques, ça se fait pas, ça. Donc là, l'équipage se met en place pour une expédition. Avec Daniel et ses allergies. Ça Et te l'heureux va, regard cette fois, dédaigneux de tous les soldats qui disent oh, pourquoi est-ce qu'il vient avec nous? le pauvre Daniel. Alors je me faisais réflexion que le film, ce film vieillit bien visuellement. Mm. Et je pense que c'est parce qu'il mélange différentes techniques en fait. Oui. On va le voir tout au long du film et on a beaucoup d'effets physiques aussi utilisés, des maquettes et autres. Et puis aussi de la technologie numérique. Des chiens déguisés. Des marionnettes. Voilà, c'est ça. Oui, puis surtout, même si il y aura des effets visuels sur les armures ou comment dire, d'autres éléments, là, ça sera quand même. En fait, sur les actions où c'est. Donc les effets spéciaux qui permettront d'actionner les différents casques notamment, mais tu sens que dans les phases où il les porte sur la tête, bah, que c'est réel. une vraie armure. Pas comme maintenant où dans les films Iron Man, il porte jamais l'armure, il est toujours en combinaison de motion capture et tout est numérique. tout est totalement numérique. Ce qui est pas là. Alors là, Daniel s'apprête à traverser le vortex. Plan suivant. Oui, filmer l'acteur qui retirait sa tête de l'eau et renversait l'image. Bien vu. Alors là, ce fameux tunnel qu'on retrouvera dans la série aussi à partir de 1997, avant qu'il soit remplacé par la suite. C'est ça, on aura cette version-là pendant un long moment dans la série, en version plus ou moins raccourcie en fonction des épisodes. Des destinations. C'est le même. Un effet qui a sûrement inspiré les créateurs de Sliders aussi. Donc voilà, nos héros là vont se retrouver sur la planète Abydos. Pour les besoins du film, l'équipe s'était déplacée, c'était en Californie et en Arizona majoritairement.
Quand on pense Ouais, ils que ont pas trouvé une pyramide à louer pour... pour le film. Non, c'est vrai que le colonel O'Neill, là, tel que présenté dans ses premières minutes, fait quand même particulièrement froid. Mm. Après, marqué, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, par le traumatisme de la perte de son fils. C'est ça, c'est que là, on le sent vraiment très torturé pendant tout le film, tandis que la version de la série interprétée par Richard D. Anderson, on oublie totalement que qu'il a perdu son fils dans des circonstances tragiques. Oui. Tellement il a un caractère beaucoup plus jovial et moins... Alors, c'est vrai que la série évoque le décès du fils de Jack, c'était même évoqué, détaillé et approfondi dans un épisode. Mais après, il a toujours ce côté très détaché dans l'émission, faisant pas mal d'humour. Alors, on se rendra compte dans le film, il y aura quelques passages où Kurt Russell fera un petit peu d'humour, mais pas autant que ce que fera Richard Dean Anderson par la suite. Là, on découvre que cette planète a 3 lunes. Et c'est très important pour le film. Là encore, un petit rapprochement avec Star Wars et Tatooine et ses 2 soleils. Alors c'est vrai que par rapport à d'autres films de science-fiction, l'intérêt de Stargate, c'est ce mode de transport qui est quand même totalement innovant. Là, on n'utilise pas un vaisseau spatial pour se rendre d'une planète à l'autre comme on a l'habitude de faire dans Star Wars ou dans Star Trek. L'idée quand même de l'utilisation d'un vortex était originale. Surtout que, oui, comme à la base, il explique par la suite, l'idée de la porte d'étoile était de pouvoir transporter les hommes sur cette planète-là. Pour pouvoir justement en faire des esclaves. Tandis que les extraterrestres, les Goa'uld, eux-mêmes utilisent en fait des vaisseaux pour aller d'une planète à une autre plus souvent. Alors là, on se rend compte que l'intégration de Daniel est difficile par rapport avec les militaires, parce que lui, il a une approche purement scientifique. Ça, et que c'est pas forcément une bonne idée de filmer avec des lunettes de soleil aussi réfléchissantes quand on travaille dans le désert. C'est ça. Parce que déjà là, on a eu droit à quelques reflets de projecteurs et d'équipes techniques dans les reflets. Alors ça, c'est encore plus marqué plus loin. Ça avait été mal remarqué dans l'émission Faux Raccord, ce détail. Les captures d'écran d'images du film, c'est flagrant. Ça saute aux yeux. Encore dans le film, comme ça bouge, on a un peu de mal à faire le point forcément sur le reflet et autres. Mais quand dans le reflet de lunettes noires, tu vois un grand carré blanc. Les fameux panneaux réfléchissants. C'est ça. Alors qu'ils sont supposés être dans le désert et où normalement il devrait y avoir rien à se refléter à part les dunes. Alors on s'est rendu compte que Jack avait ramené avec lui une bombe en fait. Oui. Demandée par les autorités, si ses supérieurs, si la mission ne se passait pas au mieux. C'est ça, c'est que là juste avant il y a eu une altercation avec les soldats sur le fait de ne pas pouvoir rentrer et le colonel ne semblait pas être dérangé du fait de ne pas pouvoir rentrer ou de renvoyer tous ses hommes et de rester derrière.
Et là, on comprend très vite pourquoi, parce que vu que il est prévu d'utiliser une bombe, et que dès le départ, on nous a introduit que le colonel O'Neill avait des tendances suicidaires, et ben, on se doute bien que lui, il a prévu de faire péter la bombe et de rester là. Alors il y a des personnages connus aussi de la série dans l'équipe. Là, il y a le fameux Kowalski qui fait Oui. partie de l'équipage. Et Daniel est en train de déguster des petites barres chocolatées. Petites barres qui vont avoir leur importance dans l'histoire. Oui. Pour établir de bonnes relations. D'ailleurs, il faisait remarquer, à juste titre, dans l'émission Pour Accord, que il ne fait pas très chaud sur sa planète, étant donné que un peu plus tard, lorsqu'il ressortira une nouvelle barre chocolatée, celle-là sera totalement intacte et impeccable, alors que c'est du chocolat et qu'on sait bien que le chocolat et le soleil font rarement bon ménage. À moins, je ne suis pas militaire, peut-être que les tenues des militaires ont des poches réfrigérées. Je ne Mais sais pas. peut-être. Ce sont peut-être des barres spéciales aussi prévues pour un usage militaire. Alors là, une créature un peu à la Star Wars. Mm. On dirait un Non. Banta. Ça. Qui est domestiqué, hein, visiblement. Mm. Donc là, pour le coup, donc c'était un cheval qui était costumé, me semble-t-il. Daniel remarque qu'il a un harnais. Et la petite scène humoristique. Hop. Ça, il va se prendre les pieds et se faire tirer. Alors là, par contre, pour cette scène-ci, un chien déguisé est un mannequin qui est tiré par le chien. Ah oui, pratique hein, C'est ça. pour le tournage. Alors dans la série télé, l'action était tournée à Vancouver. Ça devait pas être évident de reproduire ce même type d'environnement dans des décors canadiens. Un nouveau petit coucou à l'équipe technique qu'on a aperçu dans les lunettes. Donc Daniel se fait repeindre la figure. D'ailleurs, là, j'ai pas mentionné tout à l'heure, mais on voit quelque chose tout à l'heure à l'écran qui est le problème de ce genre de tournage dans des environnements désertiques comme ça. C'est que lorsque Daniel a voulu remonter la pente de la petite dune qui lui a permis de découvrir cette créature, on voyait dans la pente, comme là, qu'il y avait déjà des traces de pas. Ils ont retourné plusieurs fois la scène. Ils ont dû le faire plusieurs fois. Alors que là, sur celle-ci, avant que le colonel O'Neill ne s'avance, on a bien vu que la dune était propre. Oui. Donc pour le coup, là, c'était la première prise. Oui. Alors là, les personnages découvrent une mine en fait, une mine d'esclaves. C'est leur première rencontre avec la population indigène. Et je crois qu'ils essayent d'extraire du naquada en fait, de ces mines, le fameux composant de la porte des étoiles. C'est ça. À ce niveau-là, ils ne savent pas encore ce que c'est, puisque ce sera uniquement dans la série que le nom apparaîtra. Mais ils font effectivement référence au fait que c'est le même matériau que celui de la porte.
Alors là, pareil, il y a un parallèle entre la série télévisée et le film, puisqu'il y a deux acteurs là qui vont être présentés dans cette scène, qui jouent à la fois dans ce film et dans la série télévisée par la suite. On a brièvement aperçu là, le petit jeune qui s'appelle Scar et qui aura un rôle très important d'ailleurs dans la série. Tandis que Daniel, de la même façon que dans quasi chaque épisode de série où ils découvriront une nouvelle population, eh bien, sera le premier à s'avancer pour discuter. Alors pourquoi sont-ils vénérés là? Là, c'est parce qu'ils ont aperçu en fait le médaillon qu'avait Katarina. Daniel, qui porte Daniel et qui du coup représente l'œil d'Horus, qui est là pour en l'occurrence est pris pour l'œil de Ra. Et donc, comme Ra est le dieu qui les gouverne, eh bien forcément, ils pensent que Daniel et l'équipe est envoyé par les dieux. Première D'où rencontre la réaction un petit peu affolée lorsque de le Scarra. colonel le touche. Ils sont en train d'analyser les composants. C'est là d'ailleurs qu'on voit quand même que c'est un vieux film, parce que l'appareil qu'on vient de voir donne les informations vocalement, Oui, avec une voix modifiée pour une voix donner un d'ordinateur. aspect de voix robotique affreuse. Et qui là aujourd'hui fait extrêmement kitsch, je trouve. Ah oui, c'est vrai que. Et voilà le deuxième acteur qu'on retrouvera dans la série. Donc le père de Charret. Oui. On retrouvait cet acteur aussi dans le film de Daredevil de 2003. Oui. D'ailleurs, dans ce film, il est appelé Char. C'est ça. Donc la fameuse bâche par chocolat est en parfait état, malgré la cavalcade de Daniel dans les dunes. Elle n'a pas fondu. Et elle n'est pas cassée non plus. Et cette barre va permettre d'établir des bonnes relations avec le peuple d'Abydos. Bon, ça fait partie des fameux thèmes de science-fiction qu'on retrouve dans pas mal d'œuvres, la rencontre avec d'autres cultures. Mm. D'autres cultures, et très souvent dans une situation un peu envieuse, et que les héros américains sauveront. Oui, c'est souvent comme ça que c'est présenté. Oui, parce que là, ce peuple est réduit en esclavage et c'est finalement l'équipe du colonel O'Neill qui va les aider à se libérer. Alors, ce film aussi a la particularité d'avoir énormément de figurants. Oui. Je disais que sur le film, il y avait eu 18 000 figurants qui avaient participé. Alors, il y a des plans aussi où ils sont démultipliés, on le verra tout à l'heure. Mais pour un film... là, sur la scène de la caravane, on sent que la plupart sont des vrais figurants. C'est ça. Alors que c'est vrai que ces dernières années, depuis des films comme la prélogie de Star Wars ou le Seigneur des Anneaux, on a tendance à recruter moins de figurants et tout multiplier numériquement en fait. Là, les voilà ramenés au camp.
c'est là qu'ils vont encore plus faire le lien de pourquoi ils ont été accueillis en grande pompe par ce peuple, puisqu'ils vont dévoiler un médaillon bien plus grand. On comprend assez rapidement en fait que ce peuple vénère un faux dieu. Oui. Moi, dans une logique où Dieu n'existe pas, mais les extraterrestres aussi. C'est un petit peu comme l'adage qui dit que toute technologie très avancée paraît pour de la magie. Et en gros, c'est un peu ce qui se passe ici, en fait. Oui. L'extraterrestre qui joue le rôle de rat, en fait, utilise toute cette technologie afin de faire des choses qui ne sont pas concevables de manière Oui, réellement réalisable pour ce peuple-là. ce peuple qui n'a pas de connaissances scientifiques, qui croit en la magie plutôt. C'est ça. Alors c'est pareil, cette civilisation, on la retrouvera très souvent quand même dans la série télévisée Oui. par la suite. Oui, bah justement du fait du lien important qu'il y aura entre certains membres de l'équipe militaire et Daniel également, et certains des habitants qu'ils vont rencontrer. Cela formera une des bases de l'intrigue de la série, notamment de la première saison principalement, Oui. et qui après reviendront de manière régulière dans les différents scénarios. Alors Daniel va être apprécié du peuple d'Amidos aussi pour son humour. Oui. D'autant que c'est là où on voit que même si Daniel se veut être quelqu'un visiblement d'assez intelligent, il n'a pas forcément prend pas forcément bien conscience de où il est, de ce qui l'entoure, étant donné que alors que jusqu'à maintenant les seules créatures qu'ils ont vues semblent être des créatures extraterrestres ou des créatures n'existant pas sur Terre. Oui. Il suppose qu'ils connaissent les poulets. Oui. En imitant un pour parler du fait que la viande a le même goût. Alors que rien jusqu'à maintenant ne semblerait indiquer qu'il pourrait avoir des poulets sur cette planète ou quelque chose de ressemblant. En tout cas, ça amuse bien ce peuple qui va retenir les petites blagues de Daniel. Alors là, ils sont en train de vénérer Daniel. Et je crois qu'ils vont même lui offrir une femme, c'est ça? C'est ça. Ça, c'est dans... Là, ils sont en train de le recoiffer un peu, le rhabiller. Et c'est parce que justement, il y a une femme qui va lui être apportée en tant que présent. C'est là qu'on retrouve Harry. Sauf que
autant elle n'est pas forcément très à l'aise à l'idée d'être offerte en cadeau. Elle l'accepte parce que voilà, ce sont les coutumes de son peuple et elle n'a pas de problème. Autant Daniel, lui, ne s'attendait absolument pas à ça. Il s'attendait Surtout pas. quand... Il s'attendait pas à ce type d'accueil. Non. Après, ce personnage de Charré va avoir beaucoup d'importance dans l'histoire de Stargate et de celle de Daniel. Alors l'actrice était serveuse quand elle a été recrutée pour Stargate. Il y a le classique entre La deux communication. personnages qui ne parlent pas la même langue et où les premières étapes sont toujours chose que fera très souvent Daniel dans la série. Alors pourquoi Daniel ne maîtrise pas parfaitement cette langue malgré toutes ses connaissances? Bah, c'est parce que on l'apprendra par la suite que la langue qu'il parle est un dérivé en fait d'un vieux dialecte égyptien. Ce qui du coup explique qu'il a pu ne pas reconnaître parce que il y a des petites ressemblances, mais c'est pas la même chose. Et surtout, en réalité, quand même, on peut être très doué. Il me semble que l'égyptien parlé et l'égyptien écrit, en fait, n'est pas aussi évident que ça. Oui. Et qu'en fait, même les plus grands égyptologues qui savent très bien lire les hiéroglyphes ne seraient pas forcément à même d'aussi bien le parler ou le comprendre. Oui, parce que la langue est tellement ancienne en fait qu'on ne sait pas exactement comment elle était prononcée. C'est ça. Il y a eu la fameuse pierre de Rosette qui a été un élément indispensable pour comprendre et décrypter les hiéroglyphes. Mais malgré tout, en fait, si je dis pas de bêtises, je crois que dans la prononciation, en fait, les voyelles sont très peu marquées ou sont interchangeables, c'est-à-dire que Ré, enfin, Ra justement, le dieu Ra peut aussi bien être appelé Ra que Ré, Oui. et qui du coup n'est pas forcément très, très simple à comprendre. Donc là, nous avons d'ailleurs Le vaisseau de Ra. le vaisseau qui débarque. Donc il y a une maquette en fait, hein, très détaillée. Il a d'ailleurs un design extrêmement simpliste. Parce que par la suite, la série étoffera un petit peu le design pour rajouter un petit aspect plus vaisseau, en rajoutant en fait une structure plus ou moins circulaire à la base de la pyramide, même si après la pyramide aura toujours cet espace central lui permettant de venir se poser sur les pyramides présentes sur les planètes. Donc c'est vrai que dans tout ce film, le terme Goa'uld n'est jamais employé puisqu'il sera inventé par la suite. Oui. C'est ça en fait, c'est que à part certains éléments visuels comme la porte des étoiles, le vortex lorsqu'il traverse au travers, le nom de la planète Abydos, à part les éléments purement indiqués explicitement, tout le reste qui est laissé
encore dans l'inconnu, en fait, servira comme base de grande liberté en fait pour la création de la série. C'est ça. Ils en profiteront d'ailleurs aussi pour remodifier un peu le look des gardes, parce que même si là ils utilisent la même lance, d'ailleurs leur lance là fait le bruit, le bruit que fait la lance alors qu'ils l'utilisent pour frapper, et le bruit que la lance fera quand elle tirera avec. Ah, En fait, là, dans cette scène-là, la lance fait du bruit alors qu'il l'utilise uniquement au corps à corps, qui en fait est là pour rajouter un petit effet. Oh, c'est un truc de SF, c'est un truc extraterrestre, inconnu. Alors en fait, il n'y a pas de raison qu'elle fasse du bruit en bougeant. Et c'est quelque chose qui sera pas gardé dans la série, puisque dans la série, la lance ne fera du bruit que quand elle sera réellement utilisée. et la série étoffera tout cet univers petit à petit, reprenant certaines technologies qu'on va voir tout au long du film. C'est ça. Déjà par commencer par les casques des gardes Jaffa. Oui. Du coup, les représentations hiéroglyphiques. On peut avoir des dieux avec ce corps d'homme et cette tête animale. Et après, en le développant avec les différents dieux qui existent, Anubis, Baal, Bastet et autres. Alors là, on approfondit la relation entre O'Neill et Skara, et on voit que comment dirais-je, cette relation apaise O'Neill. Je suppose qu'il lui rappelle un peu son fils d'une certaine manière. Oui, on voit très vite que O'Neill fait un transfert. Ça sera encore plus flagrant lorsque il essaiera de toucher à son arme. Même si, c'est là aussi qu'on voit que c'est une autre époque, puisque il refuse qu'il touche son arme parce que c'est dangereux. Oui. Mais par contre, il lui offre une clope qu'il lui allume lui-même. Oui. Pas dans le en sachant la dépendance que ça peut apporter et les problèmes les dangers du tabac. C'est pas forcément une action gentille une bonne action que de offrir une clope à ce que lui considère comme un enfant. Le film, oui. Mais pour un soldat américain des années 90, ça passe. Bon là, oui. Il a réagi au fait qu'il a voulu utiliser son arme. Alors là, Daniel et Charlie découvrent une grotte où on va en apprendre plus sur les origines de ce fameux rat. Et ça, lorsqu'ils ont rencontré le peuple, ils ont essayé de communiquer avec eux et très vite, ils ont compris que ils avaient peur en fait de l'écriture et que certainement ça leur était interdit par leur dieu. Et là, Charlie montre à Daniel une grotte sur laquelle sont des hiéroglyphes et qui vont expliquer en fait toutes les raisons qui font que l'écriture est interdite, ainsi que qui est ce dieu rat exactement. Et cela expliquera même pourquoi la porte des étoiles a été retrouvée ensevelie. On pourrait imaginer que c'est juste qu'avec le temps, de la même manière que beaucoup de pyramides et autres temples égyptiens ont été recouverts par le sable avec le temps, et que les archéologues découvrent aujourd'hui. Mais on découvrira qu'il
qu'il y avait une volonté réelle d'en sauver la. Alors là, on découvre un sarcophage. Oui. Avec la première apparition de Ra à l'écran. Sarcophage qui est d'ailleurs très travaillé. Et qu'on retrouvera également dans la série. Ça fait partie des technologies et des idées que garderont la série, mais avec un design un peu plus simpliste. Après là, Ra l'utilise pour se maintenir éternellement jeune, si j'ai bien compris. Parce qu'il y a plusieurs usages à ce sarcophage. Par exemple, comment dirais-je, guérir de certaines blessures, faire revivre certains morts. D'ailleurs, c'est un aspect qui ne sera pas réellement conservé dans la série, puisque la plupart des Goa'uld qu'on croisera, que les équipes croiseront, ne seront pas avec des corps aussi juvéniles que l'est ici Ra. Oui, Ce sont des corps adultes bien plus âgés, même si ils utilisent quand même ces sarcophages pour pouvoir vivre bien plus longtemps. Alors j'avais trouvé, en revoyant le film, ce passage sympa où on nous présente un O'Neill un peu plus léger. Il essaye de se faire comprendre avec le peuple d'Abydos en leur représentant Daniel Jackson. Et c'est là justement que on se rend compte que son imitation de poulet qu'a fait Daniel Jackson a fortement marqué les esprits des jeunes. Finalement, tous ces jeunes adoucissent le personnage d'O'Neill. Donc c'était un cheval. Il était bien déguisé. Après, sur les gros plans où il n'y a que la tête qui bouge, c'est possible que ce soit un marionnettiste qui bouge que la tête. Mais là, sur le plan où il se déplace et dans la caravane, c'est un cheval. C'est un passage du film assez important. Ouais. Oui, c'est là où scène d'exposition où Daniel va expliquer à O'Neill tout ce qu'il a appris. Cela permet aussi de donner l'information au spectateur en même temps. Donc une séquence qui reprend finalement les images d'ouverture de la Director's Cut du film Stargate. Oui. Oui, d'ailleurs, c'était un choix assez particulier, puisque dans la Director's Cut, tout de suite après le générique, on commence donc par ces scènes-là qu'on voit en flashback, qui sont montées toutes d'une traite, sauf qu'il n'y a absolument aucune parole, aucun narrateur pour expliquer ce qui s'y passe. Et elle est reprise de manière totalement identique, là, telle qu'on le voit, après, lorsque Daniel parle. Et c'est un choix assez particulier parce que ça fait du coup une duplication de ces images, oui. En sachant que dans cette version-là, on voit la version cinéma, eh bien, ça a permis de laisser un mystère sur Ra bien plus longtemps. Alors que avoir cette scène d'introduction dans Director's Cut donne tout de suite une idée de tiens, il y a un extraterrestre, tiens, il est déjà venu sur Terre, tiens, oui. On sait à quoi il ressemble. Alors que là, on a toute la révélation uniquement
lorsque Daniel l'explique. Et d'ailleurs, donc là, il fait référence à la révolte du peuple égyptien sur Terre, qui a décidé de ne plus se laisser marcher sur les pieds, et qui explique donc pourquoi les Goa'uld sont partis de la Terre, et pourquoi donc la porte a été ensevelie, de manière à ce qu'ils ne puissent pas revenir. Alors le principe reste un peu le même que celui de la série télévisée où on apprend que Ra a capturé un humain pour qu'il serve d'hôte, même si l'espèce extraterrestre dont vient Ra n'a pas la même représentation que les Goa'uld sous la forme de larves qu'on verra dans la série télévisée. Et ça, oui, là, dans l'explication qu'on a eue, on a vu un extraterrestre qui a une tête d'extraterrestre assez classique. Une sorte de petit homme gris avec des grands yeux noirs et qui ici en fait dans la série sera quelque chose qui sera plutôt repris pour la race des Asgard, d'autant qu'en plus la description ici indiquant que il cherchait un moyen de rester jeune éternellement et qu'il y avait un souci de reproduction. Et effectivement, le problème qu'auront les Asgard par la suite. Le fameux vaisseau, les 3 lunes. Oui, là, ce plan est autre plan qui sera beaucoup utilisé sur les différentes versions des affiches. Et je faisais la réflexion qu'en soi, c'est un film qui prend relativement son temps. Parce que là, nous sommes à plus de la moitié du film, et c'est uniquement maintenant qu'ils vont vraiment faire face à l'ennemi. Alors, même s'il y a déjà eu une partie de l'équipe qui l'a rencontré tout à l'heure, mais là, les héros ne la rencontrent que maintenant. Alors que si on prend comme exemple Independence Day, oui. Là on est plutôt dans l'action rapidement. Tout de suite, Oui, là Roland Emmerich a donné un style plus posé à son film, pour présenter aussi les enjeux, les bases, cette histoire de porte des étoiles. Les fameuses lances. Alors c'est là que O'Neill dévoile le plan à Daniel. On aperçoit aussi la technologie des anneaux de transport qui sera conservée pour la série. Oui, avec le même bruitage cette fois. Oui. Les casques ne sont pas les mêmes non plus. Non, c'est ce que je disais, c'est parce que les différents dieux, la représentation des dieux en Égypte, il y a plusieurs animaux qui sont utilisés. Donc là, pour celui-ci, on a un casque avec un design de tête de loup, de fennec, qui n'est pas forcément en raccord d'ailleurs avec Ra, dieu du soleil, donc ça aurait pu être autre chose. Mais effectivement, dans la série,
Principalement au début, ce sera beaucoup les dieux Anubis qui croiseront et avec ces gardes serpents. Et je soupçonne d'ailleurs que le choix du casque de garde serpent était aussi une contrainte technique. Oui. Pouvoir plus facilement l'ouvrir et le refermer. Parce que là, justement, on va voir comment fonctionnent ces casques. Ce fameux casque. Qui sont capables de s'ouvrir et de se rétracter. À la manière du casque d'Iron Man. Alors c'est là où Daniel et Jack rencontrent pour la première fois le personnage de Ra. Bon, on va se rendre compte qu'il est pas si sympathique que ça avec son personnel, Ra. Oui. Donc avec ce masque, voilà, qui ouvrait le film dans la séquence du générique. Alors toute l'hostilité aussi de Ra là vis-à-vis de nos explorateurs, c'est la découverte de cette fameuse bombe que voulait utiliser Jack et qui leur a été dérobée. L'effet du casque en image de synthèse. Donc oui, là on voit que le casque se rétracte totalement, tandis que dans la série, il s'ouvrira juste suffisamment pour laisser passer la tête. Alors j'ai des l'impression... contraintes budgétaires, certainement. Et technologiques aussi pour cette époque-là. L'effet d'ouverture semble se rapprocher d'un effet de morphing. Oui. Et là, Daniel a été touché par un impact. Et le fameux effet des yeux. Les yeux lumineux, oui. Qui sera conservé également. Est-ce qu'il est, je me souviens plus exactement, mais est-ce que dans la série télévisée, il est fait souvent référence à Ra par la suite, parce que il y a toute une mythologie qui va se construire petit à petit. Je ne crois pas. Au début, il y aura certains éléments liés à comment dire, pour faire le lien directement avec le film. Oui. Mais par la suite, je crois qu'à partir du moment où ils rencontreront de nouveaux ennemis, ils se focaliseront que sur ces ennemis-là. D'ailleurs, là, on voit un premier aperçu des chasseurs de la mort, qui sont également des éléments qui seront conservés dans la série. Si ce n'est que ils auront un aspect bien plus de chasseurs ou vaisseau spatial dans la série, où ils auront un véritable cockpit. Tandis que là, on remarque que le toit est totalement ouvert sur les vaisseaux. Mais là encore, tout l'ADN est déjà présent, puisque et les bruitages, Oui. les tirs et différents effets spéciaux seront conservés. C'est vrai qu'il y a eu tout un travail de fait, on le voit bien, sur les costumes, les décors, les effets spéciaux. Et pour l'époque, c'est un film de science-fiction qui a coûté relativement cher, 55 millions de dollars. C'était quand même un budget conséquent.
Et il aura un bon succès en salle, hein. En France, on était à pas loin de 3 millions de spectateurs à sa sortie. Alors pourquoi cette intervention de Ra sur le peuple d'Abydos Pourquoi les punir? Voilà, comme l'indique Charest, c'est parce qu'ils ont aidé les humains et que, en bon Dieu qui veut s'assurer de la vénération de son peuple et surtout qui craint également une révolte comme il s'est passé sur Terre, il veut s'assurer que ça ne se reproduise pas par la suite. On utilise la peur pour... Un bon dictateur. Et là, Daniel se rend compte, bien qu'on l'a ramené à la vie à l'aide de ce fameux sarcophage. C'est quand même pratique ce type de technologie. Là, Daniel va avoir une entrevue avec Ra. Vos corps humains sont si faciles à réparer. Et là encore, on a aussi un élément du lore qui sera conservé, qui est le fait que lorsque les Goa'uld parlent, ils ont une voix déformée. Oui. Ils résonnent un peu dans les graves. Bah là, Ra dévoile son plan finalement. Il veut renvoyer la bombe utilisée envoyée sur Abydos par les humains pour l'expédier sur Terre, mais chargée de Naquadah pour la rendre encore plus destructrice. Oui, c'est un dieu revanchard. Il peut s'assurer que plus aucun humain ne revienne et ne mette en péril vie sur son contrôle du peuple d'Abydos. Le côté obscur, je ressens cet individu. C'est ça qui était assez particulier dans ce film, mais qui n'a pas été gardé dans la série. C'était effectivement le contraste fort entre l'aspect très juvénile du corps utilisé par Ra, et qui se veut donner une impression d'innocence, tandis que l'esprit et les actions sont bien opposés à cette apparence. Alors là, grâce aux hiéroglyphes qu'avait montré à Daniel, Daniel a déchiffré et a pu raconter à Charest toute l'histoire de son peuple. Tout ce en fait qu'a voulu cacher Ra, et qui va permettre
au peuple d'Abydos, c'est bien de vouloir suivre l'exemple et essayer de se révolter également. Alors encore dans cette scène, on se rend compte du nombre important de figurants sur Stargate. Un peu comme les grandes épopées, certains grands films classiques comme Ben-Hur. Alors là, une scène qui fait un peu écho au pilote de la série télévisée où Ra va demander à Daniel d'exécuter ses compagnons. Oui, ça montre bien à quel point Ra se sent tout puissant, puisque il ose remettre une arme, certes moins puissante qu'une bombe, mais il ose remettre quand même une arme entre les mains d'une personne qu'il considère comme un ennemi, Oui, sans penser que celle-ci pourrait se retourner contre lui. c'est ça. Et c'est ce qui a permis de se sauver. Grâce au peuple d'Abydos, c'est notamment les jeunes qui, pour le coup, ont pris les armes pour les aider. Ce qui ne fera d'ailleurs pas plaisir à O'Neill. Alors on peut faire un petit parallèle avec Star Wars, souvent George Lucas nous montre ça, des peuples plus, on va dire, plus primitifs, moins avancés technologiquement, qui peuvent se rebeller en fait contre la menace extérieure. Alors encore là, on insiste sur le fait que O'Neill ne veut pas que les humains touchent aux armes. Oui. Ça humanise beaucoup le personnage et ça permet de sortir de cette froideur qu'il affiche au tout début. Il y a ça, et puis il y a aussi que ça, indirectement, chaque petite scène où justement il y a un de ces jeunes qui touche aux armes, donne une piqûre de rappel de ce qui est arrivé à son fils. Et en fait, ça permet de maintenir aussi au personnage l'idée que, quoi qu'il arrive, lui, il va se sacrifier, soit pour aider les autres, ou soit pour lui-même. Et jusqu'au dernier moment, on verra que ça restera son intention première. Alors les personnages réévoquent le fait que Ra veut renvoyer la bombe sur Terre chargée du minerai pour la rendre surpuissante. Et O'Neill propose de détruire la porte des étoiles. Daniel qui ne peut qu'être d'accord avec ce qu'il dit, tant qu'il n'aura pas le dernier symbole, il ne serait pas capable de les ramener chez eux. Oui, parce que c'est l'un des enjeux. Il doit retrouver les coordonnées, l'ensemble des coordonnées pour pouvoir ramener ses amis sur la Terre. Donc là, les coordonnées, il les a déjà trouvées, mais le cartouche était abîmé et
Il manquait le symbole de l'origine. Le fameux 7e symbole. Alors c'est une différence aussi par rapport à la série télévisée qui viendra par la suite. Là, ils n'ont pas à leur disposition le DHD, ce panneau de commande qui permet de rentrer les coordonnées pour ouvrir la porte. Ah, c'est vrai que dans la série, il y aura certains épisodes qui feront remarquer que sans le DHD qu'ils introduiront comme système permettant de rentrer les coordonnées, il existera des moyens de pouvoir actionner la porte manuellement. Oui. Néanmoins, dans le film là, ce n'est absolument pas expliqué. On voit seulement que sur Terre, ils sont obligés d'utiliser toute une machinerie sophistiquée pour réussir à la faire fonctionner. Et là, semble-t-il, le petit groupe qui sont est supposé réussir à faire de même tout seul dans cette pyramide. Oui, alors que si j'ai bien compris, quand même, il est souvent évoqué qu'il faut beaucoup d'énergie pour activer cette fameuse porte des étoiles et activer chacun des chevrons. Alors là, Ra se comporte un peu comme Dark Vador avec ses hommes, où il sanctionne à la moindre contrainte. Mais ça, elle utilise un artefact extraterrestre qui permet effectivement de, semble-t-il, lobotomiser son adversaire. Artefact qu'on retrouvera dans la série et qui serait même indiqué comme étant un moyen permettant de torturer et d'obtenir des informations. Daniel vient d'avoir une petite piqûre de rappel sur le fait que Charé lui avait été offerte en tant que femme. Et que le fait de ne pas avoir voulu accepter ce cadeau est quelque chose qui pourrait de cette manière la disgracier auprès de son peuple. Et heureusement pour lui, elle est très jolie et élégante et tout à fait d'accord pour l'embrasser devant tout le monde. Il est tombé finalement amoureux de cette femme. Même si la communication n'est pas évidente. C'est ça. C'est le genre de situation assez dans le genre de film où même après avoir passé peu de temps ensemble, les personnages, les héros vont tisser des liens assez forts. Et là, on arrive sur une révélation. Un point très important. Et que Kara se décide à vouloir narrer leur victoire de la veille contre Ra. Et grave donc à la craie sur une pierre, et ce qui donne à Daniel l'illumination du symbole d'origine à utiliser sur la porte. Ce fameux symbole qui lui manquait, qui n'était pas présent sur le cartouche.
Maintenant, toute la difficulté va être de rejoindre la pyramide et la porte des étoiles sans se faire recapturer par. Bon, Jack maîtrise très bien hein, la lance. Donc pour ce faire, ils sont partis libérer le peuple d'Abydos. En révélant justement au peuple que ce qu'ils prennent pour des dieux ne sont que des humains. Parce que à ce stade-là encore du film, pour l'instant, il n'y a que Jack et Daniel qui avaient vu ce qu'ils cachaient réellement sous les masques. Donc toute la légende, toute la vénération qu'avait le peuple d'Abydos pour ces êtres est remise en question. Pour l'instant, Ra prépare l'envoi de la bombe. Alors Ra connaît bien aussi les humains, puisque c'est les hommes qui l'utilisaient comme esclave étaient originaires de la Terre, Oui. à la base. Oui, bah c'est d'ailleurs pour ça que le dialecte qu'il parle est un dialecte dérivé d'un égyptien ancien et qui a permis à Daniel de finir par trouver des similitudes dans les textes pour pouvoir réussir à communiquer. C'est là par contre où on voit qu'il est très doué parce que lorsqu'il a rencontré Ra, il a parlé avec lui de manière très fluide, Oui, il a compris tout ce avec que facilité. il disait. Alors que Il a progressé de manière fulgurante. Hein. Bon, des bonnes scènes d'action là, hein, quand même nous faire Roland Emmerich. C'est un réalisateur que tu aimes bien à la base, Independence Day, Universal Soldier, le jour d'après. j'aime bien, oui, je trouve que ce qui est réalisé est plutôt pas mal. Beaucoup d'ambition justement Oui, aussi bien dans la réalisation que dans les histoires en elles-mêmes. Parce que quand on voit notamment par exemple Independence Day ou Godzilla, ce sont des films avec une relative ampleur de l'action et des éventuelles destructions aussi. Quand tu vois la scène avec la destruction de la Maison Blanche en début de oui, t'as une Independence dépense Day. Day. Il y a Godzilla qui débarque. C'est vrai que Independence Day il était sorti vers la même période que Mars Attack. Et ils avaient mis en parallèle la manière de représenter les extraterrestres dans Independence Day par rapport à Mars Attack avec des technologies quand même très novatrices. Et puis cette scène de la Maison Blanche qu'on retrouvait dans toutes les promotions autour du film d'Independence Day. Ouais. Il avait fait 2012 aussi. Hein. Il semble que c'était... Mais oui, il est amateur de Lui, il est grands coutumier spectacles. il est coutumier des films qualifiés de films catastrophes. Alors par contre, c'est vrai qu'il avait exprimé son souhait de faire d'autres films de Stargate. Il n'était pas forcément en accord avec ce qui avait été fait à la télévision, et dans les années 2000, il souhaitait proposer un second opus de Stargate. Après, d'un autre côté, on a déjà évoqué tout à l'heure, il
n'a pas donné beaucoup d'éléments de réponse non plus dans son film. Non. Ça posait des bases, mais il y a beaucoup d'éléments qui étaient pas indiqués, tu vois, comme le nom des Goa'uld, plein d'éléments qui sont pas connus, comment ils ont utilisé la porte pour revenir en arrière, parce que là on revoit la salle et du coup on voit bien qu'il ne semble y avoir aucun dispositif permettant de rentrer les coordonnées. Donc, d'une certaine manière, il ne peut s'en prendre qu'à lui-même si ce qui a été interpolé hein, par rapport à ce qu'ils ont fait dans la série, en se basant sur ce qu'il lui avait proposé. Il aurait proposé plus d'éléments de réponse sur certains points. Peut-être que la série, du coup, aurait été plus limitée dans les prises de liberté sur ces éléments-là et ça aurait plus collé à ce qu'il faisait. Après, c'est vrai que on peut pas développer autant des personnages et une mythologie sur un film et puis le faire sur 3 séries télévisées différentes et une série majeure qui a eu quand même 10 saisons. C'est sûr. Donc là, Daniel utilise le sarcophage parce que Charé a été touché par un Ça a impact. été mortellement blessé. En voulant protéger Daniel et il décide donc d'essayer d'utiliser le sarcophage pour la soigner de la même manière que elle fonctionnait sur lui. Des bonnes scènes de combat. Donc on a en parallèle ce combat entre O'Neill et le Goa'uld et une scène d'attaque devant la pyramide d'Abydos. D'ailleurs, je trouve qu'on a un contraste assez marqué, puisque là, on vient de voir une scène avec un des jeunes qui n'a pas survécu à un des passages des planeurs de la mort, mais où la mort du personnage n'a été que suggérée. Oui, juste en voyant le casque. C'est ça. Tandis que là, nous avons déjà un premier beau faux raccord avec le t-shirt de Jack O'Neill qui était déjà déchiré avant qu'il reçoive le coup de griffe. Bien vu. Oh, tout le mérite revient à Michel et Michel. On les salue. Tandis que là, nous allons avoir justement le soldat Jaffa qui va lui aussi périr suite à son combat contre O'Neill. Et où là, sa mort sera beaucoup plus visuelle. Plus explicite. et marquée. Alors, on y faisait référence avant l'enregistrement. Et des fois, suggérer la mort d'un personnage, d'un individu dans un film est parfois de manière plus efficace que la montrer explicitement. On n'a peut-être pas toujours besoin de montrer des têtes coupées comme de la violence physique. Des fois, ça fonctionne mieux à la Steven Spielberg en suggérant les choses. Il vient de voir un plan que j'aime beaucoup, qui est le total détachement de Daniel qui
pour sauver Charret, a décidé de monter dans le vaisseau et de ne absolument pas calculer Ra. Oui. Et de se balader tranquillement derrière en la transportant. Ne vous occupez pas de moi, je le fais que passer. Daniel est excessivement courageux. Et d'ailleurs, ça va se confirmer dans la série télé, mais il finit par devenir un héros d'action. On avait le Oui. scientifique introverti du début, et là on voit une évolution. Alors là, une scène, Bah, c'est ça. une scène marquante du film. Voilà, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, avec une mort bien plus visuelle. Voilà, c'est littéralement la tête C'est ça, uniquement la tête qui est téléportée par les anneaux. Donc oui, pour en revenir à Daniel, effectivement, c'est un des personnages que j'apprécie le plus dans la franchise. Déjà dès le film, et qui, dans la série, je trouve, aura l'évolution la plus marquante. Oui. Entre les débuts, où il aura encore toujours ce côté un petit peu geek maladroit et pas sûr de lui, et qui finira par être quelqu'un de très... Il y a une évolution très flagrante. Et là, nous avons la révolte du peuple Davidos. Un beau plan. Oui, et donc là aussi, autant dans le plan de mise à mort qu'on avait eu tout à l'heure avec l'équipe qui était mise à genoux, on pouvait avoir éventuellement une multiplication numérique Oui. de certains personnages dans la foule. Autant sur ce plan-ci, c'est déjà plus complexe. Et je pense que effectivement, on a vraiment une grande partie des 18 000 figurants dans cette scène. C'est ça. Et c'est ce qui fait la richesse visuelle de ce film, avoir tous ces figurants à l'écran. D'un côté, filmer dans le désert et avoir aussi peu de décors, Il faut bien remplir ça permet l'image. de mettre le budget ailleurs. C'est ça. Il y a un making-of de Stargate qui est disponible notamment sur l'édition Blu-ray. Et on se rend compte que Roland Emmerich, en fait, ce projet de Stargate, il y a réfléchi très longtemps. Dès les années 80, il avait en tête cette histoire de porte des étoiles. C'est un projet qui a longtemps mûri dans son esprit. Donc là, Ra voit que visiblement il a perdu un nouveau peuple et décide tout simplement de s'enfuir. Et ça... C'était sans compter sur Alors Odile il a un petit problème. la curiosité et la vitesse d'esprit des deux héros qui se rendant compte que que la bombe est trafiquée et qu'ils ne peuvent pas l'arrêter, ils vont décider de l'envoyer via les anneaux de transport. Dans le vaisseau de Ra, directement. Brillante idée, hein. Et là, Ra reprend plus ou moins sa forme initiale. Alors la séquence d'explosion du vaisseau fait penser aussi à la destruction de l'étoile noire dans Star Wars épisode 4,
qui avait été remasterisé en 1997 avec cet anneau qui se propage dans l'espace. Et pour le coup, par contre, c'est un effet visuel qu'on sent daté un petit peu. Oui, on est sur c'est les débuts du numérique, mais bon. Après la technologie a évolué petit à petit, mais bon, ce film était quand même assez précurseur sur l'utilisation de ces technologies-là. Il marque que la relation entre Scarra et O'Neill devient de plus en plus forte entre cette figure paternelle et ce fils presque adoptif. Ça sera développé davantage dans la série. Voilà, les explorateurs repartent vers la Terre. Encore une fois, comme par magie, ils ont réussi à réactiver patiemment les codes. Comment ont-ils fait où ont-ils trouvé l'énergie nécessaire pour activer cette porte? On se rend compte que les deux personnages, O'Neill et Daniel Jackson, ont fini par sympathiser durant cette aventure. Et Daniel va remettre à Jack le médaillon de Catherine, celui qu'elle lui avait donné au début du film en guise de porte-bonheur. On se reverra. Dr. Jackson. D'ailleurs, j'ai toujours trouvé étrange que le film se termine ainsi. C'est-à-dire que on n'a pas en fait de réelle scène de conclusion où on voit l'équipe rentrer sur Terre, débriefer de la mission, de ce qui s'est passé. Et c'est ce qui permettra aussi à la série en fait de profiter de ça pour pouvoir définir que non en fait ils auront fait croire qu'ils avaient détruit la porte de ce côté-ci, oui. Pour qu'ils soient tranquilles et pour que le gouvernement n'essaye pas de la réutiliser et pour pouvoir laisser aussi Daniel vivre tranquillement. Cette fin, oui, est une forme d'ouverture. Quand il dit on se reverra Dr. Jackson, on se dit que forcément l'aventure se poursuivre. Donc on voit là au générique que le colonel O'Neill s'appelle en réalité colonel Jonathan O'Neill et que Jack, étant placé entre guillemets, n'est que en fait son surnom, un peu comme on pourrait avoir un Robert qui s'appelait Bob. Et précision, c'est O'Neill avec un seul L. Parce que dans la série télévisée, le personnage d'O'Neill incarné par Richard Dean Anderson a un nom O'Neill avec deux L. Et dans la fin de la première saison, il est fait référence directement. Je sais pas si tu t'en souviens. Oui, il explique qu'il avait un bien moins grand sens de l'humour. C'est ça. Mais qui, là, du coup, pourrait même laisser croire que, encore plus, que ce sont deux personnes différentes, étant donné que dans la série, à ma connaissance, pour moi, il s'appelle Jack O'Neill. Oui. À aucun moment, il est supposé s'appeler Jonathan. Non, effectivement, dans Jack toutes les O'Neill. références, il y a incarné, il est mentionné que c'est Jack O'Neill. Après, quand on revisionne ce film, ça peut donner l'impression
en ayant une bonne connaissance de la série télévisée, que l'action se déroulerait presque dans une dimension parallèle finalement. Oui. Il y a des Oui, petites puisque différences, des petites nuances par rapport à la série. En sachant que la notion de monde parallèle sera quelque chose qui sera abordé dans la série, qui sera du coup indiqué comme étant quelque chose de réel. Oui. Puisque grâce à un miroir quantique, il y aura quelques passages dans justement des univers parallèles. Donc, effectivement, ça pourrait être une explication de pourquoi on a ces différences-là entre le film et la série. En tout cas, ça fait bien plaisir de se replonger dans les univers de Stargate. Vraiment, c'est un bon film des années 90, un bon divertissement qui est pas parfait, évidemment, mais Stargate a apporté sa pierre angulaire à la science-fiction et ça ne peut donner que l'envie, je pense, de se replonger dans la série. Ah, ça c'est sûr. Après, le temps de visionnage n'est pas le même. Même si là on est sur un film assez long, parce qu'il fait 2 heures. Là, pour se replonger dans la série, entre les 10 saisons, plus les 2 téléfilms de Stargate SG1, les 5 saisons de Stargate Atlantis. Les 2 saisons de Stargate Universe. Et il y avait aussi une série télévisée qui avait été créée juste pour Internet. Stargate Origin. Stargate Origin. Qui justement, on suivait les traces de Catherine. Mais où là aussi, il y a une certaine discussion sur la canonicité de cette série. Puisque dans la série Stargate SG1, quand il avait été évoqué les premiers essais de la Porte des Étoiles dans les années, je sais plus combien, peut-être les années 20. Je sais plus à quelle époque, mais où Ernest, du coup le petit ami de Catherine, était volontaire pour faire les tests et qui s'était retrouvé perdu sur une planète pendant plusieurs dizaines d'années. Il avait été évoqué que jamais la Porte des Étoiles n'avait été utilisée en dehors de cette phase-là avec Ernest et la réouverture là avec Daniel. Or, dans la série Stargate Origin, premier épisode, et j'utilise la Porte des Étoiles. Donc une incohérence finalement. Et il y avait eu aussi une série animée qui se déroulait dans le futur, si ma mémoire est bonne. Oui, je crois. Oui. Qui était diffusée sur M6, mais qui n'a pas eu un très grand succès. En tout cas, Maxime, ce fut un plaisir de faire ce commentaire audio. Un plaisir. Et puis en route pour de nouvelles aventures. On va se dire à une prochaine vidéo. À une prochaine vidéo.